Alors voilà pour le petit résumé, et on va le voir, il y a vraiment beaucoup de bonnes nouvelles, que ce soit pour Linux ou même les joueurs en général. Et on peut dire que Valve, encore une fois, nous étonne en annonçant le Steam Deck. C'est une annonce qui a été faite en juillet dernier, après quelques semaines de rumeurs parlant d'un Steampal, littéralement l'ami Steam, nom qui devait faire un petit peu trop l'Américorée et qui a finalement été changé en Steam Deck. Pour faire bref, il s'agit d'un système hybride console-PC, censé combiner à la fois l'ergonomie d'une console et les avantages d'un PC. Et on va le voir, le Steam Deck a vraiment beaucoup d'atouts au niveau des tarifs, que ce soit au niveau du matériel ou des jeux, mais aussi en termes d'ouverture de la plateforme. Alors pour la petite histoire, Valve dit avoir appris des expériences passées, d'abord évidemment avec les Steam Machines, sur lesquelles Valve, gros problème, n'avait aucun contrôle puisque tout était délégué à des constructeurs tiers. Bon, c'est vrai que c'était aussi un moyen de minimiser la prise de risque en déléguant justement à ces tiers, mais la marque Steam Machine n'avait aucune visibilité, pas vraiment de publicité, Valve n'étant pas très fort là-dessus, et puis surtout aucune homogénéité. On avait des machines de tous les facteurs de forme, de toutes les puissances, et donc l'utilisateur qui voulait éventuellement acheter ces Steam Machines pouvait se dire mais quel titre va fonctionner sur cette Steam Machine. Et puis enfin, il faut aussi ajouter que beaucoup de systèmes étaient quand même très chers. Ces machines ont pourtant été principalement critiquées pour le manque de jeux. Alors c'est vrai qu'elles ont été lancées officiellement avec Linux, ce qui allume toujours une petite alerte rouge au-dessus de la tête des utilisateurs Windows. Alors attention, elles avaient au lancement quand même des milliers de jeux, puisque c'était le catalogue de jeux Steam Linux natif, environ 25% du catalogue Steam à l'époque, mais bon, c'est vrai que si vous avez l'entièreté de votre catalogue sur Windows et qu'il se restreint d'un coup sur une Steam Machine, ça ressemble tout de même à une régression. Tout cela, on le sait maintenant, a poussé Valve à développer Proton, la fameuse couche de traduction Windows vers Linux dont on a déjà un peu parlé. Alors évidemment, Valve profite quand même d'une expérience matérielle avec le Steam Link, le contrôleur Steam, mais aussi la réalité virtuelle. Alors tout cela a été développé avec plus ou moins de succès, de bonheur dans les choix et surtout de suivi. Personnellement, j'ai un Steam Link et un Steam Controller à la maison, autant j'avais été convaincu par le contrôleur, très innovant, autant j'avais trouvé le Steam Link un peu limité en termes de latence, de reconnaissance de pad, etc. Alors il semble que parmi les premiers prototypes du contrôleur Steam, il avait été envisagé de mettre un petit écran LCD, éventuellement programmable, qui aurait pu être combiné aux capacités de diffusion de contenu du Steam Link. Le projet n'a évidemment pas abouti sous cette forme, mais cela aurait lancé l'idée du Steam Deck. De fait, on va retrouver sur l'appareil d'abord évidemment tous les pads classiques, croix directionnelle et analogique, mais aussi les fameux pavés tactiles trackpad du contrôleur Steam, des gâchettes classiques sur le haut de l'appareil, mais aussi arrière, typique sur le contrôleur Steam, cette fois au nombre de 4. Alors Valve est d'ailleurs au tribunal en ce moment pour des sombres histoires de brevets sur ces gâchettes, ça ressemble un peu à des brevets trolls, mais Valve a l'air d'être confiant sur l'issue pour les intégrer au Steam Deck. Je vais passer rapidement sur les caractéristiques matérielles de base puisqu'on les trouve partout et en premier sur steamdeck.com. Les articles récurrents sur le sujet se ressemblent tous vu que Valve a finalement diffusé peu d'infos très précises pour l'instant. Le Steam Deck aura un écran tactile 7 pouces d'ALI-IPS au format 16 dixièmes avec une résolution simple HD 1280 par 800. Cela n'empêchera pas toutefois sur un autre écran de diffuser du contenu 4K 120 fps voire 8K 60 fps. On pourra aussi brancher le Steam Deck sur un écran sans la station d'accueil. Au niveau connectivité, vraiment du très classique, Wi-Fi et Bluetooth en dernière version, USB-C, un port SD card rapide qui permettra d'augmenter la capacité au prix d'une vitesse un peu réduite. Toutes les vidéos que vous voyez venant d'IGN, les premières interviews de Valve, ont été faites sur le port SD. Et puis à terme du HDMI, DisplayPort, Ethernet avec la station d'accueil. A noter que la puissance sera la même en mode portable ou sur la station d'accueil. En tout cas, on voit bien qu'il n'y a rien d'étonnant pour un PC. On en arrive à la question de l'ergonomie et des dimensions du confort, assez importante quand même pour un produit mobile. Et le premier point qui frappe justement, c'est évidemment le facteur de forme. Notamment quand on le compare à la concurrence. Avec ses 670 grammes et ses 29,8 cm, il faut imaginer un produit de la longueur d'une feuille A4 entre les mains. Le Steam Deck est quand même imposant. Je ne pense pas que vous l'emporterez avec vous dans le métro aux heures de pointe. Même moi, avec mes grandes mains et grandes poches, ça me semble un peu trop imposant. On peut dire que ces dimensions l'approchent plus d'un appareil transportable que portable. C'est sûr aussi qu'il faut bien caser tous les contrôleurs, les trackpads, la batterie, etc.
Alors personnellement, moi qui suis d'époque, j'ai un peu envie de le comparer à la Lynx Atari, hein. J'en ai 2 ou 3 qui trônent, ou plutôt qui traînent d'ailleurs dans mon salon, mais la Lynx 2 était plus petite, hein, et même la Lynx 1 ne faisait que 27 cm de long. Par contre, on voit que batterie incluse, on a des choses qui sont assez proches en termes de poids. Alors pour mettre un bémol et être un anti-bémol et être un peu positif, les premiers testeurs, puisqu'en fait il y a une poignée de journalistes américains qui ont eu accès au Steam Deck dans les locaux de Valve à Seattle, ils semblent plutôt unanimes sur l'aspect ergonomique, le Steam Deck a l'air d'être vraiment très agréable en main. Alors vous trouverez aussi sur le net des modèles 3D du Steam Deck, hein, et certains se sont déjà amusés à l'imprimer pour tester l'ergonomie, hein, pendant que d'autres font des vidéos avec. Mais bon, je ne sais pas s'ils ont lesté le machin avec du plomb pour simuler le poids, hein, pour voir ce que ça fait avec une session d'1 heure, et puis l'ergonomie façon mime Marceau n'est peut-être quand même pas très représentative. On en arrive au cœur de la machine avec la puissance et le stockage. Le Steam Deck aura un CPU Zen 2 de chez AMD, 4 cœurs, 8 threads, et pour la partie graphique du RDNA 2 avec seulement 8 unités, mais quand même 1,6 teraflops, ce qui le placerait en termes de puissance de calcul autour d'une PS4, voire peut-être un petit peu mieux vu que l'architecture est plus moderne, et puis en occultant aussi un petit peu les problèmes de bande passante mémoire, hein, qui sont critiques avec les GPU mobiles AMD. Il faut aussi noter, hein, une capacité de traitement sur le Steam Deck lui-même qui sera évidemment plus élevée, hein, puisque la résolution standard est plus basse, 1280 par 800. Le CPU est lui équivalent à un processeur de la série 3000 chez AMD, la série Ryzen, ce qui ne veut pas dire grand chose dit brutalement, hein, puisque cette série se décline des petits 3100 jusqu'au gros Threadripper Pro, hein, les défonceurs de filetage, hein, qui défoncent d'ailleurs aussi votre compte bancaire. Est-ce que tout cela sera suffisant pour émuler d'autres systèmes? Évidemment, c'est encore dur à dire, vu qu'on n'a pas encore la machine, il va falloir attendre le mois de décembre, mais d'après les premiers tests faits par les journalistes dans les locaux de Valve, il semble que l'émulation jusqu'à la Switch soit envisageable, à voir si la Switch est incluse dans des bonnes conditions, et ça, c'est pas encore gagné. Le Steam Deck aura aussi 16 Go de LPDDR, hein, c'est une mémoire faible consommation adaptée aux appareils mobiles qui devrait suffire pour la majorité des jeux. Alors il y aura 3 versions pour 3 prix, essentiellement différenciées par le stockage de 64 à 512 Go. A noter qu'un utilisateur Steam a envoyé un mail à Game Newell pour savoir si les SSD sont remplaçables, et il semble que oui, mais que ça ne sera pas si évident que ça, et donc la procédure est à réserver aux plus avertis. Il faut également remarquer l'absence de traitement anti-reflet sur l'entrée de gamme, hein. C'est un petit peu bizarre ça, on a l'impression que Valve va ici gratter quelques euros. Alors au niveau logiciel maintenant, le système sera livré, hein, vous le savez, aujourd'hui avec SteamOS, mais en nouvelle version, SteamOS 3, qui repose cette fois sur Arch Linux et non plus Debian. On change donc une distribution ultra stable et durable pour une distribution en mise à jour continue, hein, une rolling release. La raison invoquée est la capacité à mettre à jour régulièrement le système, hein, ce qui pourrait être critique notamment pour les pilotes de la partie graphique. Un bureau K2 Plasma sera accessible pour tous ceux qui veulent aller au-delà de Steam, hein, les plus avertis. Je vais y revenir dans quelques minutes. L'interface console ne sera pas Big Pictures, hein. Valve a jugé que Big Pictures n'était pas suffisante pour assurer une bonne ergonomie sur un tel système, hein, ou en tout cas Big Pictures dans sa forme classique. Valve va d'ailleurs proposer une petite interface aux développeurs, hein, pour régler au mieux certains paramètres basiques pour le Steam Deck, hein, comme par exemple démarrer dans la bonne résolution. Alors nous voilà à la question critique pour une console, quels seront les jeux disponibles au lancement et dans un futur proche du lancement? On va voir que contrairement aux autres consoles, on ne parle pas ici de dizaines de titres, mais de dizaines de milliers de titres. La console reposant sur Linux, on peut lire à peu près tout et n'importe quoi évidemment sur les forums utilisateurs, mais aussi dans la presse qui a tendance à tirer des conclusions sans avoir eu toutes les infos. Ce qui est sûr, c'est que le catalogue repose sur la capacité à faire tourner les jeux Steam à la fois natifs et Proton. Et il y a une petite cacophonie sur le sujet. Valve annonçant 100% de compatibilité et déclarant même que les jeux non compatibles seraient vus comme des bugs. D'ailleurs même parfois certains jeux compatibles ressemblent à des bugs. Mais pendant ce temps, le boss final de Code Weaver, James Ramy, doutait de ça dans une interview donnée au site Boiling Steam. Anecdote curieuse d'ailleurs, il semble que Valve ait vraiment bien gardé le secret, hein, puisque des partenaires très proches comme Code Weavers n'étaient au courant de rien concernant le Steam Deck, hein, juste des rumeurs.
En tout cas pour James Ramy, Valve parlait plutôt d'une capacité matérielle à faire tourner les jeux, ce qui semble également douteux vu que le Steam Deck risque quand même de souffrir sur des jeux comme Cyberpunk 2077. Alors qu'en est-il ? Eh bien on peut louvoyer et regarder ici les derniers obstacles, puis les mettre en perspective face aux annonces faites récemment. D'après ProtonDB, nous en sommes à 80% de compatibilité parfaite et aussi 7% totalement injouable. 80% c'est pas mal, mais vu la pub faite par Valve, rester à ces 80% en ayant annoncé 100% de compatibilité, ce serait quand même prendre un gros risque pour l'image de marque de Valve et du Steam Deck. Alors on peut voir que d'une part les chiffres ont explosé depuis le lancement en 2018, on en a déjà un peu parlé, le pourcentage de jeux compatibles a aussi augmenté, passant d'environ 50% à ces 80%. Proton a donc acquis une certaine maturité, puisque le chiffre de jeux compatibles semble à peu près suivre la cadence du catalogue Steam, ce qui n'est pas rien quand on connaît la progression du catalogue Steam. Mais on voit aussi qu'il y a une stagnation autour de ces 80% depuis à peu près l'an dernier. On peut analyser plus finement la situation en regardant la compatibilité des jeux en mode solo, qui est, on le voit ici, nettement supérieure, tournant au-delà des 90% pour les jeux les plus joués. Ce qui montre clairement le problème avec les jeux multijoueurs, vous le savez sans doute, les anti-triches. En fait, si un jeu actuellement ne tourne pas sous Proton, il y a en gros 4 possibilités. D'abord les anti-triches, qui expliquent que les jeux solo aient moins de problèmes. Ensuite la Media Foundation de Microsoft qui provoque des problèmes sur les vidéos. On peut également citer l'effet marginal des autres DRM anti-triches, beaucoup moins utilisés. Certains parlent de Vanguard, l'anti-triche de Riot Games, essentiellement utilisé dans Valorant, mais on est ici en dehors de Steam, donc cela concerne plutôt l'utilisation avancée du Steam Deck. Et puis enfin, en quatrième point, les cas divers, bricolage non résolu. Pour les anti-triches, le Steam Deck a fait pas mal bouger les choses, puisque Epic et BattlEye ont annoncé fin septembre une compatibilité Proton avec leur système anti-triche. Bon, il aura quand même fallu la perspective d'un nouveau marché pour que les derniers réfractaires se bougent un peu. Et peut-être aussi pour Epic la perspective d'une plateforme ouverte, Tim Sweeney, patron d'Epic Games, n'étant pas le dernier à râler sur la fermeture de Windows. Valve a d'ailleurs ajouté que tous ces progrès arriveront à terme sur les Linux de bureau classiques, donc a priori pas d'inquiétude, ce n'est pas du tout lié au fait que le Steam Deck est une plateforme unique du point de vue matériel et logiciel. Avec juste ces deux annonces, on vient probablement de faire sauter les 3/4 des incompatibilités restantes, chiffre totalement calculé au doigt mouillé. Bon alors, faut-il retenir cette date, genre 9 Terminator en 2 ? Est-ce que les anti-triches sont de l'histoire ancienne ? Est-ce que le jeu sur Linux est donc devenu universel grâce à Proton ? Malheureusement, il y a 2-3 bémols à cette fabuleuse histoire. D'une part, les développeurs doivent souscrire à l'option. Bon, c'est un processus qui est annoncé comme simple par Epic et BattlEye, juste quelques clics. Alors certes, il faudra charger le nouveau SDK, recompiler le jeu, mais la vraie raison semble être plutôt matérialisée par l'annonce de Fat Shark, les développeurs de Vermintide, la marée vermine, dont le deuxième épisode est justement ruiné pour Proton par EAC. Il faudra en fait bien assurer un minimum de SAV, de questions-réponses sur le forum du jeu, et ça tous les développeurs ne sont pas prêts à le faire. Suite aux annonces EAC et BattlEye, Fat Shark a déclaré avoir noté l'événement, mais refuse d'assurer le support. Alors les joueurs Linux évidemment, ils ont l'habitude avec Proton, puisque très peu de jeux se trouvent sur la liste blanche, c'est-à-dire les jeux officiellement supportés, mais cela semble quand même beaucoup plus bancal pour le Steam Deck. Valve n'a à ce jour pas réagi, et le risque est simplement que les joueurs se voient conseiller d'installer Windows. Bon, personnellement, je trouve quand même que la réponse de Fat Shark est plutôt franc-jeu et donc qu'elle est la bienvenue. Mais quel pourcentage de développeurs joueront le jeu pleinement ? À moitié avec Oxymore, un support non officiel ou pas du tout ? Alors bien sûr, il y a déjà des développeurs qui semblent enthousiastes comme Turtle Rock Studios qui développe Back 4 Blood, le successeur spirituel de Left 4 Dead 2, mais dans la plupart des cas, cela risque de dépendre des ventes du Steam Deck, donc il est difficile de conclure aujourd'hui. Pour la Media Foundation, on sait via une discussion avec Pierre-Loup Griffet sur le Discord Linux Development que désormais Valve réencode les vidéos et ensuite l'utilisateur les charge durant l'intermède de compilation des shaders quand vous lancez un jeu sur Steam. À voir quel est le rythme de Valve pour ce réencodage, mais on peut quand même raisonnablement penser que si Valve se concentre sur les jeux les plus joués, le top 100, le top 1000, il y a quand même peu de doute, ils vont y parvenir, et pour le reste, cela devrait venir rapidement dans la foulée.
En résumé, avec les anti-triche au point et les développeurs qui jouent le jeu, les vidéos réencodées pour les jeux les plus populaires, eh bien la plupart des gens ne remarqueront même pas de problème. Il restera bien quelques pourcentages de jeux incompatibles pour une raison plus ou moins obscure, un défaut propre au genre lui-même. Là-dessus, Valve a assez peu de levier à court terme. Le Steam Deck ne fera donc pas tourner exactement 100% du catalogue Steam, mais le chiffre devrait s'en approcher furieusement au lancement, et puis surtout, la plupart des utilisateurs ne le verront même pas. Bref, on ne sait pas si 2021 sera l'année du jeu sur Linux, ou du bureau sur Linux, ou de je ne sais quoi sur Linux, mais en tout cas une chose est sûre, Noël 2021 sera un beau Noël pour les joueurs sur Linux. Alors très brièvement, un mot sur les performances matérielles. On a très peu de retours, puisque seuls quelques journalistes aux États-Unis ont pu toucher l'appareil, et aujourd'hui aussi les développeurs avec le kit de développement. En outre, il doit y avoir aussi quelques clauses de confidentialité qui empêchent de diffuser des informations, mais il y a quand même eu quelques fuites, notamment un développeur chinois qui a fait quelques benchmarks sur Shadow of the Tomb Raider, Doom, Cyberpunk et Dota 2. On voit en fait qu'on se trouve un système qui est assez équilibré, avec des performances tout à fait correctes sur des titres qui sont quand même relativement gourmands, comme Cyberpunk ou Shadow of the Tomb Raider. Côté autonomie, la batterie est tombée à 50% après 3 heures de jeu, ce qui semble coller avec les annonces de Valve, 2 à 8 heures selon le jeu et 4 heures sur Portal 2. On peut aussi noter le journaliste de LTT, Linux Tech Tips, qui annonce des performances 60% au-dessus de la Yaneo sur Doom Eternal. On va en reparler un peu dans la partie concurrence. Les premiers retours sont donc vraiment positifs, contrairement à ce qu'on a pu parfois lire dans la presse française. Je voudrais revenir maintenant brièvement sur l'accès au bureau. Au prix d'un peu d'effort, cela va ouvrir la voie à quand même beaucoup de choses. Alors il est évidemment impossible d'en faire le tour ici, en quelques minutes voire secondes, mais on peut quand même mentionner quelques points basiques qui sont très intéressants pour les jeux vidéo. Alors d'abord l'utilisation de magasins alternatifs à Steam. On pense immédiatement à l'Epic Store ou encore à Good Old Games. Il faut quand même signaler que ces magasins n'ont pas de clients natifs, ce qui imposera l'utilisation de Wine ou d'une application alternative comme les Auric Launcher. Vous pourrez bien sûr également charger les jeux sur GOG et les lancer simplement depuis votre bureau. On peut ensuite mentionner le rétro gaming. Il faut évidemment rester prudent sur les capacités d'émulation, même si les premiers retours en termes de performance sont très positifs. Mais une chose est sûre, tous les émulateurs sont disponibles sur Linux et il n'y a donc aucun frein logiciel. Remarquez d'ailleurs que RetroArch, qui centralise les émulateurs dans une seule interface, est aussi disponible sur Steam en version stable désormais. Donc si vous voulez rester sur une utilisation standard et faire du rétro gaming, eh bien c'est tout à fait accessible. On peut enfin parler des lanceurs alternatifs comme Lutris. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gestionnaire qui va permettre de centraliser à la fois les stores alternatifs, les émulateurs, les jeux natifs, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui est très pratique. Bon, j'entends ici les boulimiques maintenant avec leurs abonnements qui réclament leur Game Pass. Il se trouve que Phil Spencer, le boss de la division jeux chez Microsoft, a testé le Steam Deck et il trouve ça plutôt bien, ce qui nous en touche une sans faire vraiment bouger l'autre. Alors certains naïfs pensent déjà voir le Game Pass débarquer sur Linux, mais bon, faut pas trop rêver, personnellement je les vois plutôt inciter les joueurs à simplement faire un dual boot avec Windows. Alors installer Windows, c'est une perspective qui semble intéresser un joueur ou en tout cas un acheteur sur 6 du Steam Deck d'après un sondage sans aucune valeur sur Reddit. Et c'est une idée qui n'est peut-être pas si bonne que ça. Windows 11 dans son état standard sera sans aucun doute beaucoup moins adapté qu'un OS complètement dédié du point de vue interface, on s'en doute, mais aussi pilote, même si on sait que AMD et Valve y travaillent actuellement. Toujours est-il qu'au lancement, cela risque d'être un petit peu compliqué. Le bon conseil serait ici sans doute de d'abord tester l'utilisation stock standard du Steam Deck, notamment si vous vous limitez à Steam. Dans ce cas, si Valve tient ses promesses, il n'y a alors vraiment pas beaucoup d'intérêt à faire un dual boot. Et puis si vraiment, après test, vous n'arrivez pas à vous retenir, eh bien tentez votre chance, mais au moins au début, sachez que l'utilisation risque d'être un peu bancale, voire décevante, avec un Steam Deck un peu tordu par Windows. Enfin, pour terminer, citons aussi du point de vue matériel encore une fois cette ouverture du système, qui s'est déjà traduite par la quantité d'informations fournies par Valve.
Dernièrement, avec quand même quelques mises en garde, Valve a publié une vidéo montrant comment démonter le Steam Deck, changer le pad analogique et accéder au disque dur M2 interne pour éventuellement le changer et améliorer la capacité. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai quand même vraiment bien du mal à imaginer des boutiques comme Apple ou Nintendo faire ce genre de choses, et je dois dire que ça me rend d'autant plus sympathique le Steam Deck. Alors justement, on parle de Nintendo, on peut bien se demander quelle est la place du Steam Deck face à la concurrence.